Il est rejeté. Le 34 n'est pas défendu. Le 56 n'est pas défendu. Le 89 non plus. Le 129, Madame Massa. Oui, toujours dans la même veine, à savoir que concernant l'obligation d'avoir au moins de l'inclusion de 2 EPCI dans le périmètre des SCOT, cet amendement propose qu'il y ait une exception, notamment dans les zones de montagne, qui sont limitativement déterminées par la loi, au titre de la loi montagne dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, car effectivement, aujourd'hui, on le voit, dans la réalité, il y a des SCOT, pas uniquement en montagne, mais effectivement des SCOT qui sont composés d'un seul EPCI. Et notamment, je me permets de vous donner des exemples précis, au niveau des territoires de montagne, il y a le SCOT de Faucigny-Filière, d'Annemasse ou encore d'Arves et de Salève. Donc dans les territoires de montagne, nous avons bien souvent des petites communautés de communes, des petits EPCI, parce que, de nouveau, il y a des contraintes géographiques de vallées qui font qu'on ne peut pas regrouper des communes qui sont éparpillées sur le territoire. Donc, pour cette raison, et uniquement en raison de la caractéristique de zone de montagne, une dérogation est demandée avec la possibilité d'avoir qu'un seul EPCI, le cas échéant. Le 326, Monsieur Krabal. Et sur ces amendements identiques, Madame la rapporteure. Oui, Monsieur le Président, j'aimerais inviter notamment Madame Massat à retirer finalement son amendement parce que je crois qu'il est satisfait dans le sens où cette fois-ci la spécificité effectivement de la montagne peut être entendue. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, d'abord le projet de loi ne revient pas sur les territoires dans lesquels il y a déjà superposition du SCOT et de l'EPCI. Donc pour ceux qui sont concernés, pas de problème, ils pourront continuer à fonctionner comme ils fonctionnent aujourd'hui. Et par ailleurs, le projet de loi ne revient pas non plus sur la possibilité, quand il s'agit d'un bassin de vie, que sur ce bassin de vie, il y ait un seul SCOT, enfin un SCOT et un EPCI sur le territoire du bassin de vie. Et en l'occurrence, en montagne, je veux bien considérer que les bassins de vie sont définis par leur relief et que dans ces cas-là, donc, vous pourrez continuer à avoir superposition du SCOT et de l'EPCI, y compris pour ceux qui ne sont pas encore élaborés et qui le seront demain. Gouvernement, Madame la Ministre. Avis identique. Madame Massa. Oui, au regard des explications très claires de Madame la rapporteure, confirmées par Madame la Ministre, je retire cet amendement. L'amendement est donc retiré. Monsieur Krabal, Monsieur Krabal, vous maintenez ou vous retirez votre amendement? Je le maintiens dans la mesure où je ne suis pas le rédacteur. Alors, l'amendement est maintenu avec un avis défavorable. Qui est pour son adoption? Contre? Il est rejeté. Le 560, Monsieur Berrios. Madame la rapporteure, pardon. Favorable. Madame la ministre. Favorable. Je mets aux voix. Qui est pour? Contre? Il est adopté. Nous passons ensuite à des amendements identiques. Le 114 de Monsieur Henrich. Oui, il s'agit dans cet amendement, bien sûr, il n'est pas question de nier la capacité des PNR à faire SCOT. Tout le monde sait que ça ne doit pas poser de problème, mais la procédure d'élaboration d'un SCOT est très différente de celle de l'élaboration, par contre, d'une charte de PNR. Donc, l'hypothèse envisagée qui consisterait à ce que le chapitre individualisé de la charte de PNR puisse tenir lieu de SCOT correspond à une situation différente et, à mon avis, qui pose de nombreux problèmes juridiques sur lesquels je voudrais revenir. Et il y a effectivement une très grande différence entre le chapitre individualisé de la charte, notamment, et un SCOT. Le chapitre individualisé est élaboré par la région, approuvé par un décret en Conseil d'État. La durée de validité d'une charte de PNR est de 12 ans. Un SCOT doit être révisé tous les 6 ans. Et ce qui me semble le plus inquiétant, c'est que les chartes sont à éclipse. On ne voit jamais une charte immédiatement enchaînée sur une autre. Il y a toujours un laps de temps entre les deux chartes. Et dans ce cas-là, si l'on met 1 an, 2 ans, quid du SCOT? On aurait un territoire qui se retrouverait durant 1 an ou 2 sans SCOT. Et puis, il y a aussi les chartes à trous. Je voudrais rappeler qu'une commune
est libre de ne pas adhérer à une charte. Et dans ce cas-là, comment peut-elle être couverte Donc c'est une commune qui ne serait pas, elle non plus, couverte par le SCOT. Donc il y a beaucoup de questions juridiques, à mon avis, une très grande fragilité juridique quant à si l'on retient cette disposition. C'est pour ça que je proposais la suppression des 2 alinéas. Le 384, Monsieur Krabal. Madame la rapporteure. Oui, nous avons eu longuement ce débat en commission. J'ai rappelé d'ailleurs tout à l'heure les conditions de cette translation, les conditions à la fois de contenu et d'élaboration, et donc la commission a maintenu son avis défavorable. Madame la ministre. Avis défavorable, mais je renvoie aux amendements 215, 493, 627, 848, 1055, pour lequel la position du gouvernement ne sera pas la même, comme je l'avais indiqué tout au début. Je mets aux voix ces amendements qui font l'objet d'un avis défavorable, qui est pour leur adoption. Contre, ils sont rejetés. Le 551, Monsieur Krabal. Très bien, Madame la rapporteure. Très bon amendement, favorable. Madame la ministre. Oui, j'attire l'attention des parlementaires sur le rappel dans l'exposé des motifs extrêmement détaillé de la règle d'élision du « e » dans le mot « lorsque ». Donc je pense que c'est un amendement effectivement très important pour lequel le gouvernement émet un avis favorable. J'imagine qu'il est adopté. Les amendements identiques, le 215 de Monsieur Tétart. Défendu. Le 493 de Monsieur Krabal. Le 627, il n'est pas défendu visiblement. Le 848 non plus. Le 1055, Monsieur Poisson, il est défendu. Madame la rapporteure sur ces amendements identiques, pardon. La commission a émis sur ces amendements un avis défavorable, mais je crois que cet avis défavorable était plutôt lié à un petit problème d'interprétation de l'amendement, et à titre personnel, mon avis est favorable. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Alors, comme je l'ai indiqué en ouverture de cette discussion, le gouvernement rejoint les objectifs de l'amendement, à savoir accélérer la couverture totale du territoire par des SCOT, en s'appuyant sur les chartes de PNR dont les objectifs convergent avec ceux des SCOT. Donc, l'avis du gouvernement est favorable à cet amendement pour faire en sorte que les chartes vaillent SCOT sur les territoires non couverts, non compris dans un périmètre de SCOT, et que les collectivités qui ont la compétence SCOT délibèrent dans les conditions habituelles pour définir le périmètre du territoire sur lequel la charte du PNR vaudra SCOT. Voilà. Ces 2 éléments permettent d'être favorables à cet amendement. Merci. Je mets aux voix ces amendements identiques qui font l'objet d'un avis défavorable de la commission, favorable de la rapporteure et favorable du gouvernement. Qui est pour son adoption? Contre? Il est adopté. Les amendements identiques, le 115 de Monsieur Henrich. Oui, Monsieur le Président, lorsque une commune ou un EPCI quitte, pour des raisons notamment suite à la CDCI par exemple, quitte le périmètre d'un SCOT tel qu'il est prévu dans le projet de loi, il perd le SCOT les dispositions du SCOT qu'il vient de quitter. Alors, plusieurs hypothèses se présentent. Soit il rejoint un territoire qui est couvert dans un SCOT, et dans ce cas-là, il est une espèce de jaune. Il existe il est couvert par rien, puisque le SCOT du territoire qu'il rejoint n'est pas appliqué, et le SCOT du territoire qu'il vient de quitter n'est plus appliqué. Je trouve ceci regrettable, et je propose donc dans ce cas, à travers cet amendement, que tant que le nouveau SCOT n'est pas adapté à l'EPCI qui a rejoint ce SCOT, il garde les dispositions du SCOT précédent. Autre hypothèse, l'EPCI qui quitte un SCOT va vers un territoire qui ne dispose pas de SCOT. Alors, soit il s'en réjouit et ça lui permet d'échapper au SCOT, d'autant plus qu'il est dispensé de l'article 122.2, durant une période qui n'est pas déterminée, donc en toute liberté, il pourra ne jamais appliquer de SCOT puisqu'il n'y a pas de limitation dans le temps. Soit il regrette de ne plus disposer de SCOT qu'il a financé, auquel il a participé et sur lequel il a travaillé, et se trouve donc sans application des dispositifs de SCOT. Donc cet amendement
vise simplement à faire en sorte qu'un territoire qui quitte un SCOT conserve les dispositions de ce SCOT tant qu'un autre SCOT ne lui est pas substitué ou tant qu'un autre SCOT avant qu'il ne puisse intégrer un autre SCOT. Pardon. Le 388, Monsieur Krabal. Madame la rapporteure, sur ces amendements identiques. Je ne vais pas redire, Monsieur le Président, ce que Monsieur Heinrich a développé longuement sur effectivement les débats que nous avons eus sur la difficulté de ce qu'il est convenu d'appeler les zones blanches et notre volonté commune, je crois, de faciliter la vie d'un certain nombre de territoires qui avaient fait l'effort de s'inscrire dans un SCOT et qui, pour des raisons diverses, finalement, ne se retrouvent plus dans un territoire couvert à un moment donné. Par un amendement de la Commission des affaires économiques, nous avions fait effectivement un bout de chemin pour essayer de résoudre un peu cette difficulté. C'est vrai que nous n'avons pas fixé de date butoir, vous avez raison sur ce point, et sans doute aurions-nous dû y travailler. Néanmoins, l'amendement tel que vous le rédigez avec ce délai de 6 ans ne semble pas pour des raisons techniques convenir tout à fait non plus. Ce que je vous propose, c'est à ce stade de retirer votre amendement, qu'on prenne le temps de résoudre les quelques difficultés techniques qu'il pose et effectivement, au cours de la navette, ici peut-être en seconde lecture, de trouver le moyen de fixer une borne pour qu'effectivement le petit pas que nous avions essayé de faire les uns et les autres ne se transforme pas finalement en un vide ad vitam aeternam. Voilà, donc je vous suggère le retrait. À défaut, je serai obligée d'émettre un avis défavorable au nom de la Commission. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Même avis que la rapporteure. Monsieur Heinrich, vous maintenez, vous retirez? Bien sûr, mais le fait de définir une date pour ne pas appliquer, enfin, qui limite l'application du L122.2 est une avancée, mais il est quand même très gênant d'avoir travaillé à un SCOT, de l'avoir financé, d'avoir élaboré ce SCOT sur son territoire, peut-être même avoir mis son PLU en compatibilité où il travaillait et de tout perdre parce que, alors, si vous voulez, ce que vous me proposez, moi je veux bien puisqu'il y aura une navette, mais franchement, il faudrait quand même, ça paraît illogique d'avoir élaboré un SCOT et puis de ne plus en avoir sous prétexte, parce que la CDCI en a décidé ainsi, de se retrouver dans une autre intercommunalité. Enfin, c'est un gâchis, moi je trouve absolument monstrueux et puis regrettable. Et aussi, j'insiste sur un fait, je reviens sur mon argumentation première, il y a des gens que ça peut arranger de partir et de ne plus avoir de SCOT. Il faut faire attention à ça. Monsieur Krabal. Alors je veux bien le retirer, je vous fais confiance, mais j'espère qu'on arrivera à avancer sur ce. Monsieur Krabal. Oui, moi je retire cet amendement parce que j'ai bien compris que sur le fond, nous partageons le même objectif. Les amendements sont donc retirés. Nous examinons le 116 de Monsieur Heinrich. Pareil. Le 397, Monsieur Krabal, pareil. Donc, ils sont retirés tous les deux également. Merci. Le 912, j'ai pas l'impression qu'il soit défendu. Le 1324, Monsieur Rougemont. Défendu. Madame la rapporteure. Il est satisfait comme le précédent, donc je suggère son retrait au nom de la Commission. Madame la ministre. Il est retiré. C'est très bien. Le 607, Monsieur Rougemont. Je ne le retire pas parce que, effectivement, il s'agit là dans des droits à construire et puis de faire en sorte que quand il y a un accord public et privé, qu'on fasse très attention à ce que les logements locatifs sociaux qui vont être construits à ce moment-là ne soient pas les tout petits logements et puis que le privé se garde les grands logements. Donc là, il s'agit, cet amendement vise à empêcher que la majoration des règles de construction pour favoriser la diversité de l'habitat ne soit pas détournée et utilisée pour favoriser la réalisation de grands logements privés et des logements sociaux qui seraient là uniquement pour valider les projets privés. Avis de la Commission, Madame la rapporteure.
À titre tout à fait exceptionnel, je vais m'en référer à mon expérience de l'agglomération lilloise, cher Monsieur Poisson, ce que je ne fais habituellement pas. C'était ça le sens de l'intervention tout à l'heure de mon collègue rapporteur pour avis. Et je pense pour le coup que si on regarde l'exposé des motifs de l'amendement de Monsieur Rogemont, en tout cas l'expérience que j'en ai moi, c'est plutôt le contraire. C'est que bien souvent, les grands logements sont sociaux et les petits sont privés parce que c'est plus rentable pour les uns que de les faire petits et d'en faire plus que d'en faire des grands et d'en faire moins. Donc je pense que puisque la règle conduirait finalement à une interprétation qui n'est pas forcément adaptée à tous les territoires, il vaudrait mieux retirer cet amendement qui introduirait une rigidité qui ne conviendrait sans doute pas à tous les territoires. Madame la ministre. L'avis de la rapporteure est parfaitement conforme à l'avis du gouvernement, Monsieur Rogemont. Monsieur Rogemont. J'ai compris donc que la problématique à Rambouillet et à Lille n'était pas la même. Je retire donc mon amendement. Merci. Les amendements identiques, le 224, Monsieur Poisson. Le 485 n'est pas défendu. Donc sur le 224, Madame la rapporteure. Défavorable. Madame la ministre. Je mets aux voix qui est pour, contre, rejeté. Nous avons ensuite des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune, dont un amendement du gouvernement, le 1287. Oui, je ne vais pas reprendre la discussion qui a eu lieu au moment de l'ouverture du débat sur l'article 58. Puisqu'il a été présenté par Madame Pinel, ministre en charge du commerce. Donc l'amendement du gouvernement, d'ailleurs il y en a les 3 amendements du gouvernement, je profite pour les présenter, sont ceux qui font état du travail actuel du gouvernement pour aller dans le sens de la demande qui avait été exprimée par le président de la Commission des affaires économiques et la Commission elle-même lors du débat en commission. C'est un engagement du gouvernement que de présenter ces amendements ici en séance. Cet engagement est tenu, comme l'a indiqué Madame Pinel. Le 1284, Monsieur Piron. Merci, Monsieur le Président. Comme je m'y étais engagé ce matin, je ne reprendrai surtout pas l'ensemble des arguments. J'en ajouterai simplement un dernier que j'avais omis. Je remarque également que par rapport à l'amendement que je propose, si vous voulez, la distinction qui était très fortement posée entre centralité urbaine au pluriel, car dans une ville importante, on a plusieurs centralités, et périphérie, qu'on avait marqué d'une manière très forte dans la PPL à l'époque, ne figure plus telle qu'elle, puisqu'aujourd'hui, elle est noyée, si vous voulez, dans le cadre d'une sorte de formulation assez molle sur la consommation de foncier. Donc tout ça fait partie, évidemment, malheureusement, des insuffisances qu'on avait dites. Alors, je le dis simplement, je maintiens mon amendement. Je m'abstiendrai, évidemment, sur l'amendement gouvernemental pour permettre à la discussion de se prolonger au Sénat, mais je ne peux pas souscrire aux bases. Pour autant, je ne veux pas bloquer la discussion que le président Brottes a ouvert et je l'en remercie encore. Avis de la Commission, Madame la rapporteure, sur ces 2 amendements. La Commission a commencé par son président, mais vous l'avez entendu tout à l'heure, a émis un avis favorable à l'amendement du gouvernement et défavorable à ce stade à l'amendement de Monsieur Piron. Madame la ministre. Ah non, mais sur le 2e. Ah oui, alors l'avis du gouvernement est défavorable à l'ensemble des amendements portant sur ces dispositions. Monsieur Apparu. Oui, Monsieur le Président, un point de vue contre l'amendement du gouvernement visant à essayer de régler la question de l'urbanisme commercial. Cet amendement ne réglera pas grand-chose. Et autant le président Brottes, dans son amendement, la première version, parce que la rectification qui était un rapport, on va la mettre de côté, mais dans son premier amendement en commission était un équilibre qui semblait tenir la route et qui allait dans la bonne direction. Là, l'amendement du gouvernement ne change quasiment rien à la situation actuelle. Quasiment rien. Nous avons aujourd'hui 2 procédures parallèles. Une procédure d'autorisation commerciale, une procédure d'autorisation d'urbanisme. Vous fusionnez les 2 procédures, mais sans en enlever une des 2. Donc certes, on me répondra que ça ira peut-être un peu plus vite, dont acte, c'est toujours ça de gagner, mais enfin, ce n'est pas le fond du problème. Ce n'est absolument pas le fond du problème. Et quant à l'argument d'aller plus vite, c'est même pas évident, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, les 2 procédures, CDAC d'un côté, permis de construire de l'autre,
peuvent être parallèles et menées parallèlement. Là, vous les enquillez forcément l'une après l'autre. Mais surtout, sur le fond, vous ne changez strictement rien à l'équilibre général de l'urbanisme commercial dans notre pays. Bref, j'allais dire comme d'hab, pour l'avoir subi également, Bercy, là, une nouvelle fois, emporté sur les logiques d'aménagement du territoire et d'aménagement commercial. Premier point. Deuxième point d'une nature très différente et qui doit collectivement nous interroger les uns et les autres sur ce que nous essayons de faire sur ce sujet-là depuis 10 ans. Pour vous rappeler un tout petit peu d'histoire, au moment où ce qui est devenu l'amendement Piron dans la précédente législature a été élaboré dans certaines officines ministérielles, les drives n'existaient pas. Les drives n'existaient pas. 6 mois après, le texte vient en discussion, devait exister 5 ou 6 drives. Aujourd'hui, 4 ans après, il en existe 2500. Si la loi dite Piron-Ollier avait été votée en son temps, les DAC prenant en charge et en considération le nouveau texte de loi ne seraient probablement toujours pas entrés en vigueur, au regard de la durée d'élaboration de ce type de document de planification. Autrement dit, on a un vrai problème de tempo entre la rapidité des évolutions commerciales et les délais que nous avons au niveau national comme au niveau local pour élaborer nos documents d'urbanisme. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette loi dans le cas de figure que j'évoque, puisqu'il y a dans ce texte de loi une procédure soumettant les drives, par exemple, à l'autorisation d'urbanisme et l'autorisation commerciale traditionnelle, sachant que d'ores et déjà, les drives sont en train de se réorganiser, qu'il y en a 2500 et que les créations nouvelles sont très faibles. Autrement dit, nous arrivons après la bataille. Ce que je veux simplement dire par là, mais ça nous concerne tous, c'est que le temps commercial, qui est très rapide, et le temps d'élaboration du document d'urbanisme, des documents d'urbanisme, ne sont aujourd'hui pas compatibles. Il nous faut donc, les uns et les autres collectivement, regarder comment on peut adapter de façon beaucoup plus rapide nos instruments de planification, alors même que les grandes surfaces commerciales ou autres organisations commerciales évoluent, elles, à une vitesse absolument considérable. Enfin, troisième élément, si vous le voulez bien, qui reste le fond du problème. Aujourd'hui, au-delà même de la concurrence traditionnelle que l'on a entre les grandes surfaces et les commerces de centre-ville, nous avons une problématique qui est en train d'exploser depuis 5 ou 6 ans, qui est le développement, évidemment, des flux commerciaux liés au commerce électronique. Nous ne savons pas aujourd'hui, en termes d'urbanisme, comment intégrer cette nouvelle dimension, cette nouvelle concurrence. Je prends un exemple très simple. Il est probable que dans les années à venir, les flux commerciaux traditionnels que nous connaissons, à savoir du déplacement vers les périphéries pour aller dans les grandes surfaces, s'inversent complètement, parce que la question qui se posera demain, c'est comment nous allons, à partir d'entrepôts, livrer en centre-ville les produits commandés par Internet. Ces questions-là, nous ne savons pas les traiter aujourd'hui en matière d'urbanisme, nous ne savons pas plus les traiter en matière d'urbanisme commercial, et donc je voulais vraiment attirer votre attention sur ces 2 grandes questions qui aujourd'hui sont en friche complète. Comment en matière d'urbanisme on intègre la dimension commerce électronique, y compris dans la revitalisation des centres-villes, et 2, comment on prend en compte l'accélération extraordinaire des modèles commerciaux que nous ne savons pas prendre en compte dans l'urbanisme. Monsieur le Président Brottes. Oui, j'entends bien ce que dit M. Apparu, qui a constaté comme moi que ça fait 3 ans qu'un excellent projet était finalement à la cave, quoi, hein, et qu'il avait été enterré, enlisé, sous la pression de ceux que vous avez déjà cités et dont je vous confirme, Monsieur le député, qu'ils survivent. Quelles que soient les alternances, je le dis encore. Je ne vais pas donner la liste des noms parce que ça se fait pas quand même. Mais je crois qu'il faut bien voir que c'est une fusée à plusieurs étages.
on ouvre dans ce texte qui traite du code de l'urbanisme commercial, à part la question du drive, il n'y avait pas grand-chose d'autre qui permettait d'aller sur ce terrain-là. Donc la majorité, dont je fais partie, a un peu fait pression amicalement sur le gouvernement pour qu'il accepte d'ouvrir cette porte. Prenez acte avec moi que la porte est ouverte. Prenez acte avec moi aussi qu'il y aura de lecture, et prenez acte avec moi aussi, ce qu'a dit Madame Pinel ce matin, c'est qu'il y aura un texte dans la foulée qui va traiter du commerce. Bon. Alors, moi j'ai aucune raison de ne pas croire Madame Pinel. On a là déjà dans ce texte une première approche qui conforte le SCOT en la matière, en simplifiant un peu les choses par rapport à l'existence du DAC, qui était non pas un ovni, mais quelque chose qui avait un peu sa vie à côté. Donc ça veut bien dire que les territoires s'approprient le sujet. Il y a plus loin un amendement qui fusionne les deux procédures qui demeurent, celle de l'autorisation commerciale et celle du permis, mais avec un avenir lié. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas trahir. Aujourd'hui, vous savez comment c'est. Vous pouvez obtenir un accord de la CDAC ou de la CNAC sur un sujet, le permis de construire est accordé, le bâtiment est construit, et c'est bizarre, quand le magasin ouvre, il n'a rien à voir avec ce qui était annoncé en CDAC, alors qu'on a passé des heures et des heures à discuter d'un projet. Pardon ? Non, mais ça... Aujourd'hui, ce sont des choses il se trouve que là, on aura des destins beaucoup plus liés. De surcroît, et Madame Pinel le dirait mieux que moi, puisque c'est elle la ministre, elle a l'intention de modifier les commissions départementales et la commission nationale dans leur composition, pour qu'effectivement on ait une représentation plus équilibrée. Par exemple, je crois qu'il est prévu que les consommateurs soient mieux représentés dans la commission départementale, que les élus dans la commission nationale soient aussi un peu plus représentés. Bon, donc moi je ne désespère pas sur le fait qu'il y ait une dimension régionale au sujet, parce que ça me paraîtrait pas absurde dans la mesure où les conseils régionaux ont une compétence en matière économique, mais tout ça pour vous dire que ça n'est pas cet amendement seul du gouvernement qui constitue la porte ouverte, qui règle toutes les questions que vous évoquez. Je crois qu'on est talent sur le sujet, on y va à petits pas, mais il n'y a pas rien dans ce texte. S'il n'y avait rien, vous pouvez compter sur moi, j'aurais reposé un amendement de provocation. Je m'en range à la satisfaction qui est la mienne de voir le gouvernement accepter d'ouvrir non seulement la porte du dialogue, mais de poser un cadre sensiblement nouveau, même si le gouvernement, comme les parlementaires, subissent exactement les mêmes pressions à l'intérieur comme à l'extérieur pour que rien ne change. Monsieur Krabal. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, moi, si l'histoire qui a été rappelée ce matin ne me concerne pas trop, puisque je suis un jeune élu par le temps de mandat et avec un peu d'état civil, mais je prendrai contact avec mon collègue Piron pour refaire un peu l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et donc, permettez-moi de dire quelques mots sur l'urbanisme commercial dont nous avons amorcé le débat ce matin avec M. Piron sur la base de la proposition de M. Brottes. Et je souscris aux propos qui viennent d'être formulés. Nous ne sommes pas là seulement, on est là pour examiner un amendement, mais il y a aussi des propositions pour aller plus loin. Mme Pinel a présenté les lignes de la réforme que le gouvernement nous propose à la suite des demandes formulées en commission des affaires économiques. Je crois pour vous dire que nous en partageons tous l'objectif. Et je voudrais revenir sur les propos plus philosophiques que politiques de M. Piron ce matin. Nous souhaitons tous refaire de nos villes des lieux de vie, des lieux d'urbanité dans tous les sens de ce mot. Et j'ai bien aimé sa réflexion autour de la place, afin que nos citoyens puissent retrouver toute la place au cœur de nos villes. Nous voulons donc tous des commerces variés, accessibles, dynamiques, pour nos territoires et surtout pour nos petites villes. Nous sommes tous attachés à un tissu économique équilibré entre centre et périphérie. Il faut dire que ces derniers temps, ça a été particulièrement déséquilibré. Il me semble donc que c'est bien cela que nous propose le gouvernement, en intégrant l'urbanisme commercial et donc en faisant du SCOT la pierre angulaire de l'ensemble. Et le SCOT, c'est un véritable lieu de concertation de tous les élus, pas seulement des élus de la commune centre. Donc c'est pourquoi, de mon point de vue, c'est intéressant, mais aussi en renforçant le pouvoir des élus pour apprécier l'insertion de ces projets dans nos territoires. Le permis de construire ne suffit pas. Les drives nous le montrent. Notre groupe a d'ailleurs déposé une PPL en ce sens dernièrement. Je termine en pointant que notre objectif ne doit pas se limiter
à l'urbanisme commercial. Nous devons intégrer l'ensemble des leviers d'action dans le domaine du commerce, à travers les loyers de centre-ville, qui sont vraiment des grosses questions pour faire revenir du commerce au cœur de ville, le régime des baux commerciaux, parce qu'il est inadmissible d'avoir tant de commerces vides et voir ces espaces proliférer à l'extérieur, la problématique du foncier bâti, la problématique de la réhabilitation de nos immeubles. Donc la ministre du Commerce nous a engagés dans cette réforme. Elle en a présenté le projet de loi. Nous devrons veiller à nous en saisir ici dans quelques mois pour qu'effectivement nous puissions travailler à des entrées de ville et des cœurs de ville vivants avec des commerces adaptés et attractifs. Monsieur de Rugy. Oui, merci, Monsieur le Président. À ce stade, en effet, je voudrais apporter l'éclairage du groupe écologiste sur cette question de l'urbanisme commercial. Notre collègue Piron a rappelé ce matin un certain nombre de travaux législatifs qui avaient été entrepris, qui avaient commencé dans le précédent mandat. Et François Brottes, le président de la Commission, en a parlé également. Il en avait parlé en commission. Je crois qu'il faut simplement rappeler, sans revenir à tout l'historique, et nous partageons, je crois, l'analyse sur l'hypertrophie des grandes surfaces commerciales et des galeries commerciales de périphérie, qui s'est poursuivie malheureusement dans le temps et qui sans doute se poursuit encore aujourd'hui. Mais il y a eu dans le précédent mandat une modification législative qui a, disons-le, à un moment donné, déstabilisé le secteur et eu des conséquences urbanistiques non négligeables dans beaucoup de communes, quelle que soit leur taille d'ailleurs. C'est la LME, comme on disait à l'époque, la loi de modernisation de l'économie. Son objectif était clair. D'ailleurs, il avait été affiché comme tel par le président de la République, puisque comme souvent à l'époque, tout venait du président de la République, et il avait dit il faut absolument développer, libérer, en gros, la création de surfaces commerciales supplémentaires. Et son objectif, c'est assez étonnant d'ailleurs, je crois que c'est utile de le rappeler, c'était de développer ce qu'on appelle le hard discount. Alors, qui avait tenté d'ailleurs de trouver une traduction française qui était le maxi discount, ce qui est un peu bizarre comme expression. Enfin, tout le monde a bien compris, c'était les magasins, ces moyennes surfaces d'ailleurs souvent, qui font vraiment leur fonds de commerce sur les prix très bas, des produits d'ailleurs souvent de très mauvaise qualité. Et le président de la République de l'époque disait c'est comme ça qu'on va donner du pouvoir d'achat aux Français. La question du pouvoir d'achat est toujours au cœur des préoccupations, quelles que soient les périodes. Et plutôt que de travailler sur les salaires, etc., c'est en baissant les prix dans le commerce. Il avait aussi, en parallèle, demandé à son gouvernement de négocier avec les grandes surfaces commerciales. Et notamment, disons-le, il y avait une grande chaîne bien connue en France qui se présente comme un groupement d'indépendants, mais dont tout le monde sait bien quand même que ses intérêts sont assez liés, qui a une figure de proue qui s'est transmise de père en fils, chacun l'aura bien reconnu, et qui est très implanté, voilà, dans le sigle LME convenait bien, mais pas tout à fait dans l'ordre, dans le tiercé, dans l'ordre et dans le désordre. Donc bien connu dans l'ouest de la France, notamment en Bretagne, et qui avait prétendu faire un accord avec le gouvernement à l'époque, en échangeant en gros cette libéralisation, faut bien dire les choses telles qu'elles sont, de non seulement l'implantation de nouvelles surfaces, mais de l'accroissement des surfaces existantes, et en échange d'une baisse des prix. Dans ces commerces. Donc ça a produit un effet assez brutal d'ailleurs de hausse des surfaces. Et on a vu à ce moment-là, mais quelque chose qui existait déjà avant, reconnaissons-le, un double mouvement, qui est que d'un côté, il y a une forme de développement anarchique des commerces de périphérie, alors que c'est vrai que dans les centres-villes, les centres-bourgs, rien que pour des raisons de foncier, c'est beaucoup plus contraint, mais aussi pour des raisons de réglementation d'ailleurs, et notamment urbanistiques. Et puis aussi une augmentation, en quelque sorte, un effet multiplicateur sur des rentes de situation. C'est-à-dire que celles et ceux qui sont déjà en place, par la règle de l'augmentation de surface, évidemment, augmentent leur chiffre d'affaires et leur volume.
Ce phénomène, d'ailleurs, depuis, a connu un nouveau développement, mais c'est pas pour les mêmes raisons, reconnaissons-le, avec les drives, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, c'est plutôt par ailleurs, des groupes qui sont en général des groupes déjà très implantés dans les grandes surfaces commerciales qui ont ouvert une brèche dans la législation, enfin qui ont profité d'une brèche dans la législation. Face à ce constat, moi je pense qu'il faut en effet remettre sur le métier le travail qui avait été engagé dans le précédent mandat. Et en effet, la bonne piste, c'est d'intégrer l'urbanisme commercial à l'urbanisme et d'en finir. Alors, il faudra, le président Brottes parlait des petits pas. Bon, c'est vrai que les petits pas, c'est bien s'ils se succèdent les uns après les autres et qu'on avance régulièrement et sans que ce soit le stop and go, parce qu'en la matière, ça a plutôt été le stop and go dans le domaine de la législation sur le commerce. Oui, chacun aura traduit pour le français, Monsieur Miard, le fait qu'il y a des à-coups dans l'explosion des surfaces commerciales, mais c'est toujours dans le sens quand même de l'explosion des grandes surfaces de périphérie. Et donc, je veux finir simplement en disant que le système des commissions départementales et nationales qui avait été réformé, mais qui n'a été réformé en fait qu'on a changé les noms. D'ailleurs, ça s'appelait, c'est assez intéressant, équipement commercial autrefois, parce qu'il voulait bien dire ce que ça voulait dire, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupait pas d'urbanisation, mais on faisait de l'équipement. Il faut en finir avec ce système qui ne permet pas d'intégrer pleinement le commerce dans la logique urbaine, car je voudrais dire que pour nous écologistes, au-delà même de la question de la localisation sur le territoire des surfaces commerciales, et donc la problématique centre-ville et périphérie, centre-bourg et périphérie, il y a aussi la question de la mixité fonctionnelle, et on ne pourra pas faire de la mixité fonctionnelle, remettre, et là je partage ce qu'a dit Michel Piron ce matin, remettre de l'urbanité, c'est bien ça le but d'une politique d'urbanisme dans ces zones commerciales qui sont de très mauvaise qualité urbaine, qui sont vraiment par ailleurs très déshumanisé. On ne pourra pas remettre de l'urbanité si ça n'est pas pleinement intégré dans l'urbanisme tout court et que l'urbanisme commercial fait partie intégrante de l'urbanisme. Et je dois dire, pour avoir échangé avec des responsables d'enseignes, qu'un certain nombre d'enseignes, et tout le monde n'est pas d'accord parmi les enseignes commerciales, tout le monde n'a pas le même point de vue, qu'un certain nombre d'enseignes sont prêtes à jouer cette carte-là parce qu'elles sont conscientes que c'est ça qui redonnera aussi de la valeur au commerce par rapport au commerce en ligne qui aujourd'hui se développe avec son débouché de drive et donc de hangar. Donc voilà ce que je voulais dire à ce stade et je remercie la ministre du Logement et de l'égalité des territoires qui a en charge l'urbanisme d'être pleinement consciente de cette question, de le dire et d'agir dans ce sens, y compris au sein du gouvernement. Monsieur Piron. Oui, je terminerai simplement, suite à l'intervention du président Brottes, par 3 observations. Je salue d'abord à nouveau, l'ayant entendu, le président Brottes qui assume, je le comprends, qui assume un tel devoir d'optimisme. Ma deuxième observation, quand je regarde la proposition du gouvernement, je ne peux m'empêcher, telle qu'elle est écrite, j'insiste bien, je ne peux m'empêcher de penser à Lampedusa. Il faut que tout change pour que rien ne bouge. Eh bien, et ma troisième observation, vous avez en effet 2 textes, celui du gouvernement et celui que je vous propose, qui est la reprise, encore une fois, du texte le plus abouti, celui du Sénat. Je vous invite surtout à les conserver et à les relire en parallèle. Au mot à mot, vous verrez, vous en tirerez vous-même les conclusions qui s'imposent. Bien, je mets aux voix l'amendement 1287 qui fait l'objet d'un avis favorable, qui est pour son adoption. Chers collègues, merci de lever la main. Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix le 1200. Il fait tomber le 1284. Le 201 tombe.